Alors, qu'est-ce que les femmes recherchent vraiment chez un partenaire? La psychologie évolutionniste, elle, a une réponse assez surprenante. Et pour la comprendre, on va devoir parler d'avions de chasse. Oui, oui, d'avions de chasse. Le rapport peut sembler un peu tiré par les cheveux, c'est vrai. Et pourtant, cette analogie, c'est la clé pour décoder une théorie fascinante sur nos choix les plus intimes. Allez, on va suivre cette piste. Ok, rentrons dans le vif du sujet. L'idée de base, c'est celle-ci. Le système de capteur d'un F-35, qui est conçu pour détecter la moindre menace, fonctionnerait un peu comme notre cerveau face à un partenaire potentiel. D'un côté, on a un système pour déceler les dangers, de l'autre, un système pour évaluer des opportunités de vie. Bon, pourquoi parler de mission à haut risque? Quel est l'enjeu qui pourrait bien justifier un système de détection aussi complexe? Eh bien, d'après cette perspective, la réponse se cache loin, très loin dans notre passé. D'un point de vue purement révolutionniste, le choix d'un partenaire, ce n'est pas juste une simple histoire de sentiments. Non, c'est une mission stratégique. L'objectif ultime, celui qui aurait été sculpté par des millions d'années d'évolution, ce ne serait pas tant le bonheur personnel, mais bien la survie et le succès de toute une lignée. Mais alors concrètement, qu'est-ce qu'ils cherchent ces fameux capteurs? Selon cette théorie, quels sont les signaux qui allumeraient les voyants verts dans le cerveau féminin? Le tout premier signal, et celui qui est vu comme le plus décisif dans cette analyse, est aussi, disons-le, le plus controversé. La capacité d'un homme à fournir des ressources et sa position sociale. Et attention, ce n'est pas juste une vague idée. Une énorme étude menée par David Buss sur plus de 10 000 personnes dans 37 cultures différentes arrive à une conclusion assez nette. En moyenne, les femmes accordent 2 fois plus d'importance aux perspectives financières que les hommes. Ce ne serait donc pas juste une question de culture, mais une tendance qui semble se retrouver un peu partout. Pour mettre un chiffre là-dessus, une autre étude citée va encore plus loin. Le partenaire jugé idéal gagnerait en moyenne 70% de plus que les autres hommes. C'est un chiffre qui fait réfléchir, c'est sûr. Évidemment, on ne parle pas juste de l'argent sur un compte en banque. Le statut social, c'est un peu un signal global et fiable de la capacité d'une personne à obtenir et à gérer ces fameuses ressources, que ce soit dans des sociétés traditionnelles ou aujourd'hui. D'accord, mais comment on évalue ce potentiel avant qu'il soit bien installé? C'est là qu'un autre signal, très lié au premier, entre en scène, l'âge, qui est souvent vu comme un raccourci pour évaluer la maturité et le statut déjà acquis. Et là aussi, les chiffres sont étonnamment réguliers. Les recherches citées nous montrent qu'un peu partout dans le monde, les femmes préfèrent en moyenne des partenaires plus âgés d'environ 3 ans et demi. C'est une constante qui dépasse les frontières culturelles. Mais attention, l'âge n'est pas évalué de la même façon sur tous. L'analyse met le doigt sur une nuance importante. Chez un partenaire plus jeune, ce qu'on va scruter, c'est son ambition, sa motivation. C'est un pari sur l'avenir. Alors que chez un partenaire plus âgé, on chercherait plutôt la confirmation d'une réussite déjà bien établie. Au-delà des ressources et de l'âge, il y a un autre trait de caractère qui est perçu comme un excellent indicateur de réussite, l'intelligence. C'est la capacité à gérer les situations complexes de la vie, à trouver des solutions et, au bout du compte, à garantir un avenir stable. On en vient maintenant à des qualités qui peuvent absolument tout changer, la fiabilité et la stabilité. Et pour vraiment saisir leur importance, l'analyse utilise un exemple parfait. Le personnage de Don Draper dans la série Mad Men, charismatique, oui, mais complètement instable. Cette citation, elle résume tout. Elle explique pourquoi un homme comme Don Draper, même avec son argent et son statut, resterait un pari très risqué. L'instabilité, ça coûte cher en émotions et en ressources. Alors que la stabilité, c'est la garantie que le soutien et les ressources seront là, sur le long terme. On peut légitimement se demander, et l'attirance physique dans tout ça? L'analyse se penche sur la question et la classe en fait en dernière position des critères importants pour un partenaire à long terme. L'idée forte ici, c'est que pour une relation qui doit durer, l'apparence physique serait une sorte de luxe. C'est agréable, bien sûr, mais ce n'est pas essentiel. Ça passerait bien après la sécurité, le statut et la stabilité, qui sont jugés beaucoup plus cruciaux pour construire quelque chose de solide. Ok, maintenant voyons un cas pratique. Comment est-ce que toutes ces préférences se transforment en une évaluation des risques? L'argument ici, c'est celui des points de blocage. Ce système de détection agirait donc un peu comme une checklist des risques. Première question, est-ce que les ressources sont suffisantes? Deuxième question, est-ce que le partenaire est stable et fiable? Et enfin, troisième question, est-ce que ses réalisations sont en phase avec son âge? Et pour finir, il est temps de revenir à notre analogie de l'avion de chasse pour apporter une nuance qui est absolument capitale. C'est la question un peu provocatrice qui nous amène au point final, et le plus important de cette perspective, la place du choix conscient dans tout ça.
Et voilà la conclusion la plus importante. Notre héritage évolutionniste nous aurait équipés de capteurs, nos instincts, qui nous envoient des informations brutes, des signaux sur les risques et le potentiel. Mais au bout du compte, c'est bien l'individu qui reste le pilote aux commandes, libre d'interpréter ces informations et de choisir sa propre trajectoire. On termine donc sur cette métaphore assez puissante. Nos instincts sont comme les instruments de bord d'un avion, ils nous préviennent des turbulences, des vents favorables, mais ce ne sont pas eux qui tiennent le manche. La question qui reste, pour tout le monde, c'est celle-ci. Jusqu'à quel point écoute-t-on nos instruments et à quel moment décide-t-on de suivre notre propre cap ?